C'est pas le gouvernement de mes rêves, évidemment, ni de personne, mais c'est effectivement un peu mieux que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il se passe strictement rien et que ce soit un gouvernement de paralysie. Donc le fait que ce gouvernement fasse ce qui est à mon avis le meilleur budget depuis pratiquement 2005, c'est une grande surprise à mes yeux, et aussi un certain nombre de réformes. Binyamin Lashkar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va un peu parler avec vous de ce gouvernement israélien et on ne peut pas s'empêcher de vous demander une réaction après les données qui ont été publiées ce matin. Plus de 5000 nouveaux cas positifs quotidiens. Un taux de positivité qui frôle les 5%. On a visiblement le sentiment que le gouvernement a beaucoup de mal à maîtriser cette épidémie. Comment vous expliquez cela ? D'abord, je ne suis pas expert en épidémiologie, oui. Mais d'abord, je tiens à rappeler qu'on est dans des chiffres qui sont comparables à ceux des vagues précédentes, alors que tout est ouvert et qu'il n'y a pas de restrictions pratiquement, et que ce variant est beaucoup plus contaminant que le corona originel. Alors qu'il y a des vaccins, l'ensemble du pays est censé être vacciné. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les anciens variants, l'original et l'alpha, etc., on est arrivé à ce qu'on appelle l'immunité collective, parce qu'on avait à peu près 60-65% de la population qui était vaccinée, ce qui était suffisant. Avec le taux de contamination actuel, il faut arriver à 85%. Donc, c'est tout, c'est juste une histoire de vaccination. Il faut que plus de gens se vaccinent. D'abord, le problème, c'est qu'il y a tous les moins de 12 ans qui ne peuvent pas être vaccinés, c'est déjà 25% de la population, et plus encore certaines personnes qui refusent, en particulier chez les Arabes et les ultra-orthodoxes, de se vacciner. Les anti-vax qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, c'est à peu près personne dans la réalité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire un effort, en particulier vers les populations en arabe et dans le secteur ultra-orthodoxe pour fermer cet écart. Plus il y a la troisième dose qui va faire son effet. On voit très bien dans les chiffres du ministère de la Santé l'énorme écart à la fois de contamination, mais surtout chez les malades graves, entre les vaccinés et les non-vaccinés. C'est de 1 à 10 ou de 1 à 5. Les non-vaccinés représentent un pourcentage énorme des malades graves, bien qu'ils soient parmi les plus de 60 ans, moins de 10% de la population, mais ils sont beaucoup des malades graves. Donc alors d'accord, on comprend qu'il y a un problème et qui est difficilement gérable. Mais ce que l'on constate, parce que il faut bien avouer que il n'y a pas un jour qui passe sans que l'on fasse une comparaison entre ce que faisait le gouvernement précédent, c'est-à-dire le gouvernement de Netanyahou au début de la crise, au milieu de la crise, et ce qui se passe actuellement. Et finalement, on remarque qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre les différents gouvernements. Finalement, tous sont confrontés au même problème, avec différents cas de figure, avec différentes améliorations ou détériorations. Mais Netanyahou n'a pas moins bien fait que Bennett et le contraire. C'est un peu tôt pour dire. Je rappelle qu'il y a quand même eu 6500 morts sous Netanyahou et une politique qui consistait à laisser faire les ultra-orthodoxes qu'ils ont envie, à ne pas toucher à l'aéroport, etc. Mais bon, mais là aussi, on ne touche pas à l'aéroport. Hein. L'aéroport, il est ouvert, hein, l'aéroport. Les contrôles sont beaucoup plus stricts à l'aéroport que ce qu'ils étaient pendant un an. Mais bon, c'est pas très important parce que c'est plus le problème de l'aéroport aujourd'hui. On a largement dépassé cette problématique. Là, il y a une grande différence. C'est que l'ancien gouvernement était absolument obsédé par les confinements et par les restrictions, et que ce gouvernement, et il a raison, j'ai toujours été opposé au confinement, à part peut-être le premier. Le confinement, c'est une erreur complète, c'est une destruction de l'économie, c'est une destruction de la vie des gens. Les conséquences d'ailleurs sanitaires seront très graves dans le futur. Je rappelle mais vous pouvez imaginer, Binyamin, vous pouvez imaginer aujourd'hui que sans le vaccin, un confinement aurait été incontournable dans la situation actuelle, puisqu'on est à 5000 malades quotidiens, avec 70% de la population qui est vaccinée. Sans vaccin, on serait dans 5000 personnes, dont la majorité, d'ailleurs, ça n'en fait pas grand-chose, sur une population de 9 millions, il ne faut pas exagérer. Il faut reprendre les proportions. Je rappelle qu'on a pas en Israël, mais aux États-Unis, par exemple, la grippe touche 20% de la population chaque année. Et ça tue des dizaines de milliers de personnes. Personne n'imagine de fermer le pays ou de faire quoi que ce soit à ce moment-là. Évidemment, le corona est beaucoup plus grave que la grippe, mais quand on est vacciné, finalement, ça retombe à peu près aux mêmes proportions. Donc, il faut être réaliste et il faut surtout arrêter d'être hystérique. Il n'y a aucune raison, quand les gens sont vaccinés et que le vaccin marche, de fermer le pays. Je pense que ça serait une grave erreur, un énorme échec de ce gouvernement
s'ils s'amusaient à faire un confinement, parce que le coût pour le pays est insupportable. On a une dette de 200 milliards de shekels à cause des confinements l'année dernière. Ça va nous prendre 10 ans ou 20 ans à régler ça. Et c'est absolument absurde quand il y a une solution de vaccination, de continuer à fermer le pays, à éliminer des sociétés et des gens qui ont travaillé toute leur vie pour monter leur société et leur détruire leur vie pour rien parce qu'il y a certaines personnes qui refusent de se vacciner. Non, je suis désolé, c'est complètement absurde. Non, mais alors d'accord. Alors je vais peut-être me faire référer à une réflexion. Vous allez peut-être la reconnaître cette réflexion. L'épidémie se répand, l'économie mondiale est au bord de l'effondrement, les sociétés sont en faillite, les frontières sont fermées, les gens commencent à paniquer. Mais la seule chose qui préoccupe les politiques de Kahol Lavan, c'est comment remplacer Bibi. Imaginez cette bande de pieds nickelés à la tête du pays aujourd'hui, le désastre que ça serait. Vous rappelez de ce poste ? Je ne me rappelle pas de tous mes posts, mais... Voilà, alors c'est un post que vous avez posté il y a moins d'un an, le 12 mars, il y a un peu plus d'un an, le 12 mars 2020, au début de l'épidémie, qui montre que... Ils ont été au pouvoir ensuite. Voilà, ils ont été au pouvoir. Je ne suis pas un fan de Kahol Lavan aujourd'hui non plus. Donc... Mais on peut supposer, non, c'est-à-dire on peut supposer que il est difficile de critiquer les gouvernements au fur et à mesure. C'est-à-dire là, on est dans une situation où le gouvernement d'un côté tente de gérer une crise, mais qui n'y parvient pas visiblement. Mais je pense qu'il est trop tôt pour dire ça. Il y a la vaccination de la 3e dose va donner un effet dans les prochaines semaines. On verra si c'est censé marcher comme ça marche. Comme je rappelle, je suis pas je ne travaille pas dans ce domaine. Mais si c'est censé marcher comme ils disent que ça marche, on va avoir une baisse des cas graves chez les plus de 60 ans qui sont l'immense majorité des cas graves et ça devrait régler la situation. On a vu aussi en Angleterre que sans rien faire du tout, le nombre de cas, ils ont un mois d'avance par rapport à nous, par rapport au variant Delta, donc ils ont exactement 33 jours devant nous. On voit qu'il y a une baisse énorme des contaminations en Angleterre. Il y a un petit rebond léger là, depuis 2-3 jours, mais on va voir ce qui se passe avec ça. Plus nous, on a le 3e vaccin. Donc on va voir, mais il n'y a aucune raison de fermer le pays pour ça. Vraiment aucune raison. Alors on va essayer de... Très loin. Je veux vous dire juste un truc. La seule raison de fermer le pays, c'est s'il y a un effondrement du système médical. On en est très, 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 très loin. Il faudra arriver à plus de 2000 cas graves par jour. Entier, je veux dire qu'il y ait plus de 2000 cas graves, et on a augmenté ces derniers jours les capacités, l'armée peut intervenir, donc il n'y a vraiment aucune raison de fermer le pays pour ça. Alors, on va revenir un peu sur les dernières réalisations. Le gouvernement est en place depuis 2 mois, il a eu le temps de voter le budget, mais c'est le gouvernement qui a voté le budget, ce n'est pas encore la Knesset, parce que ça sera une autre affaire probablement avec la Knesset. Quelle note vous donneriez, vous, au gouvernement actuel, Bennett Lapid ? 7 sur 10, on va dire. C'est-à-dire, ça veut dire, c'est un gouvernement, il faut rappeler, c'est le gouvernement dans lequel le leader de votre parti, Gideon Sa'ar, siège en tant que ministre de la Justice. C'est ce que vous espériez, d'une certaine manière ? C'est un gouvernement d'union avec l'extrême gauche, les islamistes, et la droite et le centre. Donc, ce n'est pas le gouvernement de mes rêves, évidemment, ni de personne. Mais c'est effectivement un peu mieux que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il ne se passe strictement rien et que ce soit un gouvernement de paralysie, avec peut-être 2 ou 3 avancées par-ci par-là. Donc le fait que ce gouvernement fasse ce qui est à mon avis le meilleur budget depuis pratiquement 2005, c'est une grande surprise à mes yeux. Il y a aussi un certain nombre de réformes qui avancent. Je rappelle que Gideon Sa'ar, par exemple, a signé, alors c'est un peu complexe pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il a signé la réforme des amoutot, des associations ottomanes, c'est essentiellement les syndicats, la Histadrout, etc., qui jusqu'à présent n'avaient aucune visibilité, aucune transparence et dont tous les comptes étaient secrets et qui maintenant vont devoir rendre des comptes. Il y a énormément de corruption, on parle de centaines de millions de shekels qui sont gaspillés et c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent des gens qui travaillent dans le secteur public, etc. Ça influence énormément l'économie, donc ça c'est un changement qui va avoir beaucoup d'influence. Et puis, il y a surtout ce budget que je trouve absolument fantastique, des réformes qui vont changer la vie des gens, l'ouverture du marché agricole, la réforme de la cache-route, la réforme de la régulation,
et beaucoup d'autres réformes qui arrivent. Et on a le sentiment, Binyamin, c'est que Guidon Sahar, le leader de votre parti, puisque vous êtes de Nouvel Espoir, il est très effacé dans ce gouvernement. On parle de gouvernement Bennett-Lapide, on voit Bennett, on voit Lapide, on voit Lieberman, on voit même Gantz dans des dossiers sécuritaires, mais on le voit quasiment pas, Sahar. Pourquoi cet effacement? Pourquoi ce sentiment-là? D'abord, il n'est pas Premier ministre. À part la fameuse loi qu'il a voulu faire passer pour permettre des défections au Likoud, c'est-à-dire faciliter la défection du Likoud. On a le sentiment d'une certaine manière que Guidon Sahar n'est focalisé que par une seule chose, voir Binyamin Netanyahou disparaître. Même si Netanyahou est aujourd'hui chef de l'opposition, il n'est plus Premier ministre. Il est en train de préparer de nombreuses réformes dans le système judiciaire et juridique. Vous savez, ça fait des années que le Likoud parle du système juridique et des réformes et à quel point ce système est corrompu. Et effectivement, beaucoup de problèmes dans le système juridique israélien qui a trop de pouvoir et qui surtout commence à faire ce qu'il a envie et à ignorer la loi. Et pendant 12 ans, le Likoud n'a strictement rien fait. D'ailleurs, Netanyahou lui-même s'est vanté pendant des années d'empêcher toute réforme. Donc maintenant, on est en train de les faire, ces réformes. Alors évidemment, ce ne sera pas toutes celles qu'on a envie parce que ce n'est pas un gouvernement de droite et qu'il y a des oppositions qui n'ont rien à faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore 100% de ce qu'on veut. Mais on va déjà réussir à faire plus de réformes avec ce gouvernement que 12 ans de Likoud et de Netanyahou. Donc, je peux me permettre de vous poser une question, Benjamin, je peux vous permettre de vous poser une question parce que je pense que c'est une question, ceux qui regardent, vous suivent sur Facebook, pour certains cela pose. Finalement, n'y a-t-il pas quelque chose de gênant, de malaise lorsque aujourd'hui vous critiquez systématiquement tout ce que fait Binyamin Netanyahou, tout ce qu'a fait Binyamin Netanyahou pendant 12 ans, alors que il y a un an à peine, vous étiez encore au Likoud et vous appeliez l'électorat francophone à voter en faveur du Likoud. Comment c'est pas un peu problématique comme ça de rejeter massivement tout ce que l'on a soutenu pendant des années? Des tas de choses bien ont été faites pendant des années, mais ces dernières années, il y a une Hitardéroute, excusez-moi, les mots me viennent plus forcément. Dégradation. Une dégradation extrêmement forte du Likoud et de Netanyahou lui-même. Non, mais il y a un an, vous étiez encore vous appeliez à voter en faveur de Netanyahou. Daniel, laissez-moi répondre. Il y a aussi un problème d'alternative. À la fin, à qui j'aurais appelé à voter l'année dernière? À la fin, il faut bien voter pour quelqu'un. Donc, je votais pour ce qui était le mieux. Comme je dis toujours, on me disait pourquoi tu soutiens Netanyahou, et je dis parce que c'est le mieux. Et quand il y aura quelqu'un de mieux, j'appellerai à voter pour lui. C'est exactement ce que j'ai fait. À partir du moment où Guidon Sahar a décidé de se présenter d'abord au Likoud en 2019, puis ensuite à la Knesset en 2020, je l'ai soutenu parce que je le connais et il est beaucoup mieux que Netanyahou. Il est même mieux que Bennett et que n'importe quel autre candidat. À mon avis, c'est de loin le meilleur candidat, le meilleur leader qu'il y a dans ce pays. Oui, mais il a 5 mandats. Ok, c'est la loi de la démocratie, il n'y a aucun problème. Des fois on est en haut, des fois on est en bas. Je rappelle que Sharon, par exemple, qui a été un grand leader à un moment, il était à 3 mandats quand il a créé son propre parti, et puis à la fin il a fini à 38. Les choses changent, la roue tourne. Netanyahou a fait 12 mandats aussi une fois. C'est comme ça la politique. On est en haut, on est en bas. On verra la prochaine fois. Merci beaucoup, Binyamin Lashkar, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.